Amis de TV ADP, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du lundi soir. Alors, ce soir, nous allons avoir encore une dame d'invité, une charmante dame, qui s'appelle Caroline Touraine. Est-ce que Caroline Touraine est dans le secteur? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Caroline. Bon, Caroline, on va parler d'une affaire, d'une spoliation, bien entendu, mais avant, tu vas te présenter, on verra, tu fais une petite synthèse de toi-même, ça sera déjà bien, pour que les gens te connaissent un petit peu, d'accord? D'accord, très bien. Donc, je m'appelle Caroline Touraine, j'ai perdu mon papa beaucoup trop tôt et j'ai hérité de ses biens. Et dès la succession, j'ai eu des problèmes avec des agents immobiliers, etc., qui m'ont persécuté et qui ont fait l'escroquerie au jugement, comme on dit. On fait des faux papiers, on attaque quelqu'un au tribunal avec. Bon. Voilà. D'accord. Donc, alors, bon, là, c'est la première étape d'introduction, bien entendu, comme ça les gens ils vont être au courant. Donc, pour l'instant, tu résides où? Dans le sud de la France, on leur dit quand même? Oui, oui, à Nîmes. À Nîmes. Voilà, d'accord. Et maintenant, le but de l'opération, c'est que les gens comprennent ce qui t'est arrivé réellement. Donc, tout a commencé au décès de ton papa. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le processus s'appelle la succession. Voilà, et c'est dès ça. qu'il y a eu le début de la succession, commence de nous raconter la première étape que tu as vécue, qui n'est même pas dans le sud de la France. Vas-y, raconte un petit peu pour que les gens comprennent le démarrage de ce qui t'est arrivé. Donc, c'est une propriété en front de mer à Cabourg que papa avait quand il avait 8 ans. Il avait hérité de sa marraine et moi, j'ai hérité jeune fille dès son décès. Et à partir de ce moment-là, des agents immobiliers ont absolument voulu récupérer cette propriété parce qu'on était des femmes seules et qu'on habitait dans le sud. Donc, à Cabourg… Attends, là, ce qui est important, c'est que tu peux donner le nom des agents immobiliers, hein, parce que n'oublie pas, il faut le dire. L'agence Blaché, très très connue. Ouais. La gendarmerie nous avait dit qu'elle était connue en mal parce qu'elle faisait des locations, elle gérait des biens et ils disaient aux propriétaires que c'était pas loué, mais ils le louaient en fait, les appartements. Donc ils font location-vente et depuis tout ce temps-là, il avait 3 agences. Maintenant, il a 40 mandats, il a de l'immobilier, il est promoteur immobilier, il a des chaînes d'hôtels, tout sur la côte du bord de mer. Alors, comment il s'appelle? Voilà, il a énormément prospéré. Hein? Il a énormément prospéré. Tu peux me donner son nom ou le nom de l'agence? L'agence Blaché. L'agence Blaché. L'agence Blaché à Cabourg. Et toute la côte. Il a toute la côte. Il faut le répéter, d'accord? Parce que les gens, quand ils écouteront l'émission, ils vont savoir que c'est pas forcément quelqu'un de très clean, bien au contraire, d'accord? Voilà. Que sa source d'enrichissement, elle est sur la spoliation des gens, voire même de l'escroquerie à haut niveau, d'accord? Mais à mon avis, il n'est pas tout seul, hein. Il y en a qui en profitent derrière. Oui. C'est peut-être un activiste, mais bon. Alors donc là, ils ont volé la propriété de ton papa dont tu avais hérité. Voilà, c'est ça. Et j'ai pu faire toutes les procédures, TGI, cour d'appel de Caen. Et ses copains m'ont toujours donné tort jusqu'à ce que la Cour de cassation me donne raison. J'ai récupéré une maison explosée, éventrée, et ils ont continué à me menacer pour l'avoir, quoi. Donc, pour avoir la paix, on s'en est plus occupé, on a laissé tomber, content de l'avoir récupéré, mais on ne pouvait pas y aller. Parce que quand on y allait, on nous faisait la voiture, on nous faisait des tas de problèmes, donc on n'y est plus allé. D'accord. Donc là, alors moi, ce que les gens devraient comprendre, pour qu'il y ait un petit épisode à comprendre en complément, quand ils ont tenté de te piquer cette propriété-là, cette maison-là, ils ont argumenté, c'était quoi leur facteur, leur argumentation pour y arriver? Alors, ils ont carrément quelque chose qui n'existe pas, que j'avais donné un accord verbal pour vendre. Et que j'avais déménagé, ils ont fait des fausses attestations, que j'avais déménagé pour vendre, etc. C'est que des faux. Que des faux. Et ils sont rentrés dans la propriété, ils ont changé les serrures, ils ont mis l'eau, l'électricité, ils ont occupé les lieux, c'est surtout ça. Voilà. D'accord. Et donc, ces papiers ne tiennent pas la route, ça ne peut pas exister, donc j'ai fait une plainte pénale. Et ils étaient inculpés tout de suite, l'agent immobilier, le faux acheteur, etc. Et dès que je suis arrivée à la confrontation générale,
la juge est montée avec eux. Ils revenaient du restaurant certainement. Et là, elle a dit, les faits ne semblant pas être une escroquerie, elle a classé, elle les a pas poursuivis. Je me suis retrouvée avec une maison en vrac et elle ne les a pas poursuivis alors que elle avait de très bons papiers parce que dans les auditions qu'elle avait faites, l'agent immobilier avait bien reconnu, il avait dit, je n'ai jamais vu cette personne. Jamais. Il a écrit, je n'ai jamais vu cette personne. Comment elle s'appelle, la juge? Comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus. C'est dommage. Parce que moi, j'aime bien aussi accuser les juges qui ne sont pas bons. D'accord? Oui. Il ne faut pas avoir peur de donner leur nom. Moi, oui, je sais. Voilà, donc c'est important. En tout cas, et c'était au tribunal de Caen. Alors tribunal de Caen. C'était au tribunal de Caen. Donc, bon, c'est pas toujours propre à Caen, hein? D'accord? Voilà, et ils ont écrit dans leur audition qu'ils n'avaient jamais eu le même avocat, et ils avaient le même avocat, j'ai les documents, donc ils avaient exactement le même avocat. D'accord. J'ai eu une amie qui est passée ici dans cette émission-là, qui avait eu les mêmes ennuis sur Caen, mais elle, c'était pas à Cabourg, c'était à Honfleur, ce qui n'est pas tellement loin, hein? Oui. Cette mafia-là organisée dans l'immobilier, on le connaît. Bon, ça, c'était la première étape. C'était la première étape de ta spoliation. Le plus beau, c'est que j'ai tous mes cousins là-bas et que j'ai une cousine qui était juge aux assises à Caen et qui s'est jamais occupée de mon dossier parce que pour elle, tout était clair, la justice est claire, etc. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que voilà, elle n'était pas franc-maçonne et elle a laissé faire mes dossiers. Voilà. Alors elle, quelle fonction elle avait? Tu dis, elle était juge? Non, elle était quoi? Juge aux assises. Juge. Alors, c'est très simple. Mécaniquement, un juge qui n'est pas franc-maçon, d'accord, il est obligé de la fermer par rapport aux autres qui sont francs-maçons. Voilà, pourquoi? Parce qu'autrement, on casse la vie d'un juge. C'est exactement la même chose que des avocats, d'accord? Quand ils sont confrontés à la fratrie, puisqu'ils prêtent allégeance, ils servent, ils ont prêté serment sur des constitutions que tout le monde devrait connaître, qui s'appellent les constitutions d'Anderson. C'est ça, d'accord? Et ils se servent entre eux. Ils n'ont pas le droit de se nuire entre eux. Par contre, si tu as un juge comme ta cousine ou je ne sais plus quoi, tu m'as dit, c'est une cousine, je crois, c'est ça? Oui. Eh ben, elle est obligée de la fermer parce qu'autrement, c'est sa carrière qui saute. Et c'est à cause de ça que le dysfonctionnement de la justice, il est partout en France, dans tous les domaines. Donc là, c'était sur Caen. Oui. C'était sur Caen. À Caen, on a le droit de sortir la période pour faire un jeu de mots. C'était quand? À Caen? Oh, c'était dans les années 1993, par là. D'accord, ok. Donc maintenant, on va changer de région, d'accord? Parce que tu avais décidé de descendre dans le sud de la France. Oui. Hein, c'est ça? Tu pensais que le sud de la France serait bien plus porteur pour toi dans ton avenir? Non, mais c'est mon père qui était descendu en Provence parce qu'il était ingénieur, il a fait tous les pipelines de la région, les autoroutes. Donc il avait fait aussi des investissements dans le sud de la France. Oui, donc lui, il avait une maison et il a acheté une propriété, il a construit une très belle maison en colline. D'accord. Qu'un notaire nous a pris. Pardon? Répète. Alors, il avait construit une belle maison qu'un notaire vous a pris. Oui, mais attention. Comment il s'appelle ce notaire? Comment il s'appelle? Je n'ai pas le nom sous les yeux, mais ça va me revenir. Bon, tu as le droit de. Combette. Notaire à Avignon. Depuis que je l'ai dénoncé, parce qu'il a des sociétés civiles immobilières qu'il n'a pas le droit, il a quitté le cabinet de notaire à Avignon. Il a laissé son confrère garder le... Parce que ce qu'ils font, c'est que si on fait des procédures et qu'ils sont poursuivis, on ne peut pas les enlever de notaire parce qu'ils ne sont pas notaires. Et puis quand l'affaire sera finie, il se remettra notaire avec son collègue. D'accord, c'est des magouilleurs de première. Hein, alors, tu sais, faut bien comprendre que tu as des professions comme ça qui sont maquées avec la franc-maçonnerie de haut niveau. Je ne parle pas du petit franc-maçon local, hein, je ne parle pas du petit Rotary Club ou du Lions Club où ils essayent de faire des petites épiceries entre eux, d'accord? Je te parle de ceux qui passent un niveau au-dessus, où là, tu vas te retrouver avec des juges, des procureurs, d'accord, des notaires, des huissiers, du monde de la justice, partout. Et là, pour la France, ça devient difficile à gérer. Très difficile parce que là, il y a une collusion et tu as dû t'en rendre compte, d'accord? Tu as dû avoir
Donc là, on va continuer ta mésaventure. Donc là, on arrive à la deuxième propriété qui est volée par un notaire, le notaire Combette, d'accord? Oui. Et maman a donné ses esprits sur la propriété, mais ils sont rentrés, ils ont enlevé tous les meubles, toutes les affaires, ils ont tout explosé la maison, ils ont reconstruit une maison ultra moderne à la place, etc. D'accord. Voyez, donc il faut bien que les gens comprennent qu'ils sont capables de faire des choses comme ça. Cette émission-là, elle a un but précis. C'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les émissions, que les gens comprennent que tout ça, ça se passe partout en France. Oui, partout. Et que les victimes, il y en a autant en hommes qu'en femmes. C'est même peut-être plus facile de spolier une femme qu'un homme, déjà, ça se trouve. Oui, bien sûr. Voilà. Mais il faut bien montrer que ces émissions-là, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on donne des détails, on s'aperçoit que si on part d'un schéma qui est la mafia des tribunaux de commerce, au-delà de tout ça, toutes les choses se tiennent. Absolument tout. D'accord? Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, il y a un moment donné, ce que j'espérerais, ce que je voudrais, c'est que les victimes, un jour, deviennent une collusion à eux tout seuls. D'accord? Et quand les victimes commenceront à se réunir, à s'unir pour attaquer en masse ce système-là, peut-être qu'on s'en sortira. Alors, il y a des projets qui sont en cours, je te le dis tout de suite, hein, donc, et le fait de se connaître, de montrer qu'on travaille en harmonie pour dénoncer les choses, d'accord, c'est d'amener à chaque fois des maillons complémentaires et sur toute la France. Donc maintenant, là, tu nous as parlé de ta deuxième arnaque, d'accord? Tu vas nous raconter la suite, parce que là, c'est notre Combette, mais le Combette, il n'était pas tout seul. Il a peut-être eu des complices quand même dans cette affaire-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai voulu ouvrir un commerce. J'ai laissé cette maison parce que c'est trop compliqué de la gérer à 1000 bornes. Et donc, j'ai voulu vendre des biens pour acheter une propriété de location saisonnière avec 8 villas à Saint-Rémy-de-Provence, qui était déjà faite par un couple. Il y avait déjà tous les clients. C'était réglé chaque semaine dans le même logement. Tous les ans, les personnes venaient. C'était nickel. Donc là, voilà, ça veut dire que là, tu veux faire l'acquisition d'un outil qui fonctionne très bien. Voilà, pour mes enfants, pas pour moi, puisqu'ils étaient mineurs, grands mineurs. Enfin, et je leur ai demandé si ça les intéressait. Ils m'ont dit oui. Donc, j'ai voulu vendre des biens pour acheter cette seule propriété. Et je pouvais la payer cash, l'acheter directement en vendant. Alors, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que tu voulais attribuer ça à tes enfants. Tu as combien d'enfants? 2. 2. Donc, c'était pour tes 2 enfants. Donc, c'était une transmission de patrimoine par un investissement. D'accord? Même si l'investissement il était en autofinancement, puisque tu avais des autres biens à vendre pour financer ça. Et donc, c'était un projet à répartir à tes enfants. Voilà, c'est ça. J'ai fait une ERL et pour la tenir et pour leur transmettre. Et donc, l'agent immobilier qui me vendait cette propriété, je lui ai donné à vendre mes biens, mais lui, il avait un ami banquier, il a préféré faire un prêt relais. Et c'est là où l'arnaque commence. Alors, attends, justement. Donc, alors, tu as un patrimoine immobilier qui a une valeur. D'accord? Tout payé, tout est payé. Au lieu de faire une forme d'échange troc de la valeur par rapport à une autre valeur qui sera à peu près l'équivalent, d'accord? Qu'est-ce qu'il décide de te faire? Il décide de te faire un prêt à la place de prendre le capital de la vente. Voilà, c'est ça. Et là, c'était un piège. Voilà, c'était le piège. Les gens comprennent que c'était la manière de te spolier. Voilà, c'est ça. On te fait un prêt, d'accord? Les biens ne seront pas vendus, mais ça va te mettre en difficulté, ce qui leur permettra de tout te piquer. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, vas-y, raconte comment c'est venu, comment c'est arrivé. Ensuite, vous êtes en train de travailler la tête dans le guidon, c'est l'été, les gens arrivent, tous les samedis, il y a les arrivées, il faut nettoyer tous les logements, il y a les départs. Et donc, pendant ce temps-là, ils vous envoient des voyous. Des voyous alors, un qui a braqué une banque à Marseille, du Val-Thierry. Mais quand tu dis ils t'envoient des voyous, ils t'envoient des voyous comme locataires. Oui, aussi, oui, comme locataire. Donc, Ben Soussan, lui, il a des antécédents aussi. Et il rentre, soi-disant, pour avoir un logement une semaine, puis après il reste, et il ne paie pas, et après il fait le bazar dans toutes les terrasses, avec tous les gens, il fait du bruit, il fait venir Duval, le braqueur de banque, enfin, ils font du feu auprès des voitures, enfin, ils font le bazar, et la gendarmerie n'intervient pas, jamais. Donc là,
que tu es en train de faire comprendre aux gens, c'est qu'une fois que tu avais acheté cet ensemble, alors que ça fonctionnait bien, qu'il y avait toujours eu du chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on va faire? On va t'amener plein de gens, on va t'amener des gens pour que ça te casse ton chiffre d'affaires. Exactement. On te provoque des nuisances pour chasser les autres clients. Et on me le dit en face. Le gars, il me tutoie, le Ben Soussan, il me dit, on va te faire banquer. C'est pas la peine de continuer. C'est prévu pour quelqu'un depuis longtemps. La saison est foutue, il faut partir à Nîmes, il faut rentrer chez vous. Alors, Ben Soussan, il avait quoi comme activité, ce gars-là, à part être un voyou? Alors, j'ai su par une gendarmerie qu'il était connu pour domicilier des gens qui n'avaient pas d'adresse. Et il a domicilié Duval, Thierry, qui était un braqueur de banque à Marseille. D'accord, d'accord. Il recevait du courrier dans la résidence. D'accord. Donc là, c'est de la voyoucratie vraiment de haut niveau. Voilà, hein. Donc, voilà, c'est ça. Donc là, tu nous fais comprendre que malgré les conflits qu'il y a dans cette résidence, avec des voyous qui payent pas, tu peux pas déposer plainte à la gendarmerie. Toutes les plaintes, d'abord, la gendarmerie ne les prend pas. Et ils m'ont dit, si vous revenez, on vous met en garde à vue. Et le Ben Soussan m'avait dit, ne va pas à la gendarmerie, ils sont dedans, c'est pas la peine d'y aller, il m'avait dit. Oui. D'accord, les gendarmes étaient complices du système. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des plaintes au tribunal en disant surtout, ne donnez pas les plaintes à la gendarmerie de Saint-Rémy. Mais en fait, le tribunal, le procureur, c'est lui. C'est lui qui a envoyé la plainte. Oui, parce que il faut bien comprendre que le chef des gendarmes, c'est le procureur. D'accord? Donc, et c'était le procureur de quelle ville? Tarascon. Tarascon. Procureur Pasta, qui a été muté à Nouméa. Tarascon, tu te rends compte, le mot, il est quand même phonétiquement, c'est qu'un Tarascon. Hein? Donc, ben là, c'est plus que de la connerie, hein. D'accord? Et quand j'ai fait un site, il y a plein de gens qui m'ont contacté. On est beaucoup de victimes du même tribunal. Hein. D'accord. Et là, ce qui sera important dans la fédération qu'on va mettre en place, dans l'alliance qu'on va faire, c'est que tous ces noms-là se réunissent. D'accord? Il y a un moment donné, il faut aller chercher toutes les victimes, tous ceux qui se taisent, d'accord, qui ont été victimes. Et si c'est des gens qui ont été victimes de Tarascon, on saura qui sont les coupables. Parce que si c'est les mêmes qui sont les mêmes intrigants, il faudra les dénoncer. Il faut donner les noms. D'accord? Parce que même après, s'ils sont mutés promotionnellement dans d'autres villes, leur nom, il faut que ça devienne des casseroles. D'accord? Et ça, c'est important. C'est très important. Donc là, au moment où tu commences à subir les conséquences de ça, parce qu'ils vont te casser ton chiffre d'affaires, bien entendu. Tu vas te retrouver avec de la trésorerie qui rentre pas. Ben, c'est pas vraiment ça, parce que comme je me suis bagarrée pour faire des plaintes et tout ça, je continue à tenir le commerce quand même. Mais ce qui se passait, c'est que je pensais que les plaintes allaient aboutir. Et puis voilà, tranquille. Mais rien qui avançait. Les autres, ils continuent à me saccager, à casser autour des voitures et tout ça. Et donc, je suis allée moi-même au tribunal de commerce. Moi-même. Alors donc, pourquoi? Quand tu décides d'aller au tribunal de commerce, c'est qu'à un moment donné, soit tu as un petit problème de trésorerie où tu demandes, parce que tu y vas, c'est pour demander un plan de redressement, normalement. Ouais, moi j'ai vu que ça allait traîner, mes plaintes. Je pensais pas qu'elles allaient pas être prises du tout. Je pensais encore qu'elles allaient être prises à un de ces quatre. Donc, j'ai voulu être tranquille et j'ai voulu demander une sauvegarde. D'accord. Et quand tu voulais demander une sauvegarde au tribunal de commerce, c'est pour leur expliquer en même temps que tu avais de l'argent qui était dehors, qu'on te devait. Oui. D'accord. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse pour que les gens comprennent bien, d'accord. Au moment où tu es allé au tribunal de commerce, tu avais une position débitrice ou tu étais encore créditeur? Non, ça allait. Seulement, normalement, on te donne rendez-vous 15 jours après. Mais là, ils m'ont donné rendez-vous le lendemain à 8h30. Ah bon? Et ils ont fait un redressement sans comptabilité. Et un mois après, ils ont fait pas de plan, rien. Un mois après, exactement le même juge, un mois après, pile, m'a fait extension à tous mes biens personnels. Tous les… Alors là, ce qui est important, c'est que tu nous dises quel était le tribunal de commerce, qui était le juge, son nom. Alors, la présidente du tribunal de commerce, Madame Cipriano.
Répète son nom, s'il te plaît. Madame Cipriano. Donc, c'est elle qui t'a fait ton redressement judiciaire. Voilà, avec le juge-commissaire Talon Christian. Talon Christian. Le juge-commissaire Michel Lacroix. Voilà, donne. Avec le greffier Senzig Walter. D'accord. Alors, moi. Avec le greffier Véro. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que dans ces gens-là que tu viens de citer, est-ce que c'est des gens qui ont des sociétés civiles immobilières personnelles? Tu es au courant de ça? Oui, mais Madame Lacroix, Madame Lacroix, elle a une résidence de tourisme dans le même quartier que moi. Alors, Madame Lacroix, dans ta procédure, elle était qui, elle? Madame Lacroix, c'est un juge-commissaire? C'est quoi? Alors, attends. Oui, juge-commissaire. Voilà, c'est ça qui est important, pour que les gens comprennent, d'accord? Elle ne sait pas, puisqu'il y a conflit d'intérêt, elle est exactement dans ma procédure. Mais non, c'est pas du conflit d'intérêt. Il ne faut pas appeler ça du conflit d'intérêt. C'est une source d'enrichissement pour eux, voilà. D'accord? On vole des entrepreneurs, mais ceux qui doivent nous défendre, ils s'enrichissent. Alors évidemment, juridiquement, on pourrait dire que c'est du conflit d'intérêt, évidemment. Mais c'est pas comme ça qu'ils voient la chose. Tu viens dans un tribunal de commerce pour être aidé, d'accord? Tu viens pour faire une sauvegarde, pour demander un plan de redressement, pour avoir un plan d'appurement de ton passif. Mais non, la seule chose qu'ils regardent, c'est quels sont tes actifs, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va te voler? C'est ça qu'ils regardent. Donc, pourquoi? Donc après, tu te retrouves dans des procédures, et moi j'ai eu des témoignages des gens où par exemple, tu as des juges dans des autres tribunaux, dans des TGI, d'accord, qui rachètent des biens grâce à des mandataires judiciaires. Oui, bien sûr. D'accord. Donc après, tu peux toujours aller faire un appel ou un recours dans le tribunal où c'est le juge qui a acheté les biens au mandataire. Hein. Oui, bien sûr. Il faut que les gens comprennent que c'est ça qui se passe. D'accord. Donc toi, tu vas au tribunal de commerce, tu vas pour demander une sauvegarde, d'accord. Et au lieu d'avoir une sauvegarde, tu as des gens qui vont te piller, qui vont te voler, qui vont t'escroquer avec des faux jugements, d'accord? Parce qu'à mon avis, avec des fausses déclarations, comment ils ont les jugements ne sont pas signés. Le tribunal de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône 13, ont vendu des appartements de Nîmes et ma propriété à Nîmes, alors qui est dans le Gard, et que le tribunal est complètement incompétent. Il ne peut pas le faire. Non, mais et ensuite, la personne qui est ici dans les bureaux à Nîmes, qui a le droit d'inscrire les ventes du tribunal de Nîmes, inscrivent ces ventes qui sont faites à Tarascon. Et quand vous allez le voir, le gars, il vous dit oui, c'est vrai, j'ai pas le droit de les inscrire puisque c'est illégal, c'est pas vendu à Nîmes, donc je peux pas l'inscrire. Alors je dis ben vous l'enlevez. Et ben il me dit non, attaquez l'État. Voilà. Ils attendent qu'on fasse des procès à l'État. Comme ça D'accord, mais faire un procès à l'État, c'est faire un procès pour rien. D'accord? Oui, parce que l'État, il est complice dans cette affaire-là. Faut pas croire. S'ils avaient voulu modifier la fonction des mandataires liquidateurs, d'accord, il y a longtemps que ça serait fait. Or, il faut bien qu'ils comprennent, les gens, que s'il y a une institution qui s'appelle le CNAJMJ, Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires de justice, qui ont des prérogatives, qui ont un pouvoir de faire, l'essentiel de ces gens-là, l'essentiel, je dis pas tous, mais l'essentiel, sont des gens corrompus qui s'enrichissent et qui enrichissent les gens qui sont autour. Et les gens qui sont autour, ben, tu les as rencontrés. C'est des juges commissaires, c'est des présidents de tribunaux de commerce, c'est des procureurs, c'est des juges dans les autres tribunaux où on a les recours, et ainsi de suite. Alors, je parlerai même pas des avocats, d'accord, et cabinets d'expertise comptable qui sont souvent complices dedans. Ben oui, bien sûr. D'accord. Donc, tout ce petit monde-là, il faut que les gens comprennent que c'est comme ça que ça fonctionne. Que toutes les entreprises qui sont liquidées, quand ils ont des actifs, voilà, on leur vole. Mais, la continuité dans tout ça, les mécanismes que tu as vécus, au-delà du redressement judiciaire. Donc, tu dis qu'ils ont fait une liquidation ou pas? Oui. Donc, oui, ils ont fait une liquidation sans aucune comptabilité. Et ils le reconnaissent, hein, j'ai tous les documents. D'accord. Mais comment on peut arriver à faire une liquidation alors qu'il n'y a pas de document comptable déposé au BODAC avec un passif, d'accord? Parce que normalement, ça veut dire que les jugements que tu as,
sont des faux en écriture. Exactement. D'accord. Est-ce qu'ils ont gonflé tes dettes, inventé des dettes, créé des dettes? Est-ce que parce qu'ils ont dû me motiver quand même dans un jugement pour le. Mais comme ils ont vu que je continuais à essayer de tenir mon commerce, ils m'ont fait une interdiction d'exercer, casier judiciaire. Ensuite, comme ça ne suffisait pas. Ouais, maintenant, c'est ça que je comprends pas, parce que pour l'instant, tu as une étape, attends, parce pour que les gens comprennent, enfin, moi je comprends, mais pour que les gens comprennent dans l'enchaînement, d'accord? Quand ils te liquident, d'accord, ça veut dire que tu as un passif que tu peux pas payer. Autrement, ils te liquident pas. Oui, donc, ça veut dire qu'ils t'ont inventé des dettes. Oui, ils ont. Non, mais j'ai fait appel du jugement de liquidation. Et les juges devaient arrêter ça à Aix, mais à Aix, ils ont eu des complices parce qu'il n'y avait aucune comptabilité. Donc, ils ne pouvaient pas faire une liquidation. Donc là, on est dans des abus de droit. Les gens sont incapables d'imaginer ce qui t'arrive. D'accord? Ils arrivent à faire des faux en écriture, à faire des liquidations judiciaires pour voler des biens sans étayer des jugements. Voilà. Donc, et si tu ne te laisses pas faire, ils t'inventent des délits, ils t'attaquent au tribunal. J'ai été attaquée par tous les malfrats qui étaient dans ma résidence. Alors, quel motif? Qu'est-ce qu'ils ont donné comme par exemple, il y a un couple qui a cassé mon accueil au pied de biche devant les clients à 11h du matin, en pleine devant les clients. Donc, c'est exprès pour faire partir les clients. Et donc, elle reconnaît, j'ai un PV de gendarmerie, ils reconnaissent qu'ils ont cassé au pied de biche, etc. Et le fameux procureur Pasta m'a attaqué au tribunal parce que moi, je violais les domiciles, mes propres domiciles que je cassais. Répète le nom de ce procureur. Répète le nom de ce procureur. Le procureur Pasta Christian. D'accord. Et il est où maintenant ce procureur-là? Maintenant, il a été muté à Nouméa parce qu'on est à plusieurs, on a fait des plaintes contre lui, donc il a été juste muté à Nouméa pour l'instant. D'accord. Donc il a eu une promotion. Donc j'ai fait appel à Aix. À Aix, je suis tombée sur un juge très très sévère qui m'a regardé incroyable et qui a arrêté tout ça. Il a annulé. Donc j'ai gagné contre Pasta. Mais quand j'ai voulu l'attaquer pour qu'il me paye le dédommagement, l'outrage et tout ça, bon pour l'instant. Non, ça bon. Attention, tu as déjà eu un juge qui a accepté de reconnaître que tu avais été victime, d'accord? Oui. Tu as voulu franchir le pas supplémentaire, là le juge dit non, on ne peut pas, parce que là c'est sa carrière qui peut sauter, d'accord? Mais il a déjà fait une étape qui était importante et qui est relativement rare, hein, d'accord? Oui, bien sûr. Il a reconnu que tu étais déjà victime. J'ai eu de la chance. Oui. Voilà, donc faut le remercier déjà. Pour cette étape-là. Comment il s'appelle celui-là? Je ne me rappelle plus. Je te le donnerai, je donnerai. Parce que là, il faut le remercier. C'est une étape qui était importante, d'accord? Oui. Même si après, les mécanismes sont la protection du procureur et qu'on l'envoie en vacances à Nouméa, d'accord? Mais il a déjà fait une reconnaissance qui peut t'aider dans tes jugements. Et ça, c'est important, d'accord? Donc maintenant, oui, parce que quand il y a un geste comme ça qui arrive, il faut le relever. C'est relativement rare, hein, d'accord? Il n'a pas dû en faire beaucoup parce qu'à mon avis, il a dû prendre la matraque sur la tête. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Donc lui, ça trouve, ils l'ont. Moi, j'ai connu des juges comme ça quand ils rendaient des services en rendant simplement la justice, d'accord, en respectant le droit, on leur a cassé leur carrière. Hein. D'accord. Bon alors maintenant que cette étape-là, elle est franchie, la suite de ce qui t'arrive, c'est quoi? Vas-y, raconte. Eh bien, ils ont pris chaque bien, ils ont demandé l'autorisation de vendre, ils l'ont eu. Donc, ils ont vendu même les biens de Nîmes qu'ils n'avaient absolument pas le droit. Et ils ont tout pillé. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans les maisons, ils vident tout, ils enlèvent les meubles, ils prennent tout. Ils changent les serrures, ils ne vous demandent rien. Hein. Ils volent la voiture, tout, ils nous ont tout pris. Donc, surtout à ma villa, surtout la villa, mon domicile. Ce que tu viens de dire là, voilà, ça c'est dans quel département? C'est toujours dans le. Bouches-du-Rhône et les biens des Bouches-du-Rhône et les biens de Nîmes. D'accord. Donc c'est dans les deux départements l'un à côté de l'autre en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc que ça soit dans le 13 ou dans le 30, c'est ça les deux départements? C'est tout pareil. Oui, c'est tout pareil. C'est la même magouille, hein, c'est ça? Tout pareil. Alors les plaintes ne sont pas classées, elles disparaissent. Et important ce que tu dis là. Oui, elles disparaissent complètement. Vous envoyez des avocats, ils disent mais non, il n'y a rien, c'est pas numéroté, rien, il n'y a plus rien. Ils font disparaître les pièces. Ils font disparaître toutes les plaintes.
Donc là, pour que les pièces ou que les plaintes disparaissent, à partir du moment où la plainte elle passe soit par un commissariat, soit par une gendarmerie, soit par oui, le commissariat, la police, ça veut dire que ça remonte au parquet. Et si les pièces non, mais c'est mieux que ça. Moi, je les ai à l'époque, maintenant on n'a plus le droit de rentrer, mais à l'époque, on rentrait jusqu'en 2017, là. Je portais toutes mes plaintes directement au tribunal. J'avais 2 originaux avec les pièces, on me tamponnait l'original qui restait, et le second original, c'est moi qui l'avais. Et qui l'ai toujours. Je les ai toujours. Pas en lieu sûr, je les ai. D'accord. Donc ça, c'est important ce que tu dis, parce que tu as des preuves qui sont factuelles. D'accord? Voilà, donc ça veut dire que tu les emmènes au parquet, oui. Tu les emmènes au tribunal de grande instance. J'emmène au tribunal de grande instance et on me fait les coups de tampon sur les 2 documents. D'accord. Donc ça veut dire que c'est enregistré, donc ça veut dire qu'elles ont bien été enregistrées, mais comme par hasard, les pièces, elles disparaissent. Tout disparaît. Donc ça veut dire que tu peux les ressortir quand tu veux, on peut monter des vidéos pour montrer. Mais bien sûr. Alors ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont cru faire, ils se sont dit, donc comme je continuais à refaire des photocopies et à redéposer les plaintes, je disais, je redépose cette plainte et je porte plainte pour la disparition de cette plainte. Un jour, ils en ont eu marre et au mois de juin, tout le mois de juin, mes enfants devaient arriver en vacances. Donc tout le mois de juin, j'ai travaillé. Juin de quelle année? Juin de quelle année? 2017. Tous les jours, j'y allais, tous les jours, je déposais plainte sur tous les avocats, les juges, les procs, tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le matin, ils sont arrivés avec des camions, l'huissier, un gars qui voulait tuer mon chien, et ils sont rentrés, ils nous ont mis sur le trottoir en 1 heure, et ils ont tout vidé la maison, ils ont tout pris, persuadés d'avoir mes seconds originaux. Alors, pour les avoir, ils ont vidé tous les meubles de cuisine, de salle de bain, de partout, tout. Les enfants n'avaient plus leur cours de fac, ma voiture, tout. Ils ont tout pris. Donc, ça, il faut que les gens, je laisse un moment de silence pour que les gens comprennent bien ce qu'ils sont capables de faire. D'accord? Je t'ai montré il y a la benne, ils apportent des bennes, ils vous mettent sur le trottoir et ils pillent tout. Donc ça, c'est suite aux plaintes que tu faisais exprès de ramener parce qu'ils les perdaient. Puisque je l'ai redéposé, ils ont dit, on va l'arrêter. Donc là, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'ordre qui a été donné pour faire ça, il vient obligatoirement du parquet. Oui. Qui c'est qui a pu donner l'ordre à des gens d'intervenir? La police est arrivée, c'est qui a fait le déménagement? Ah mais c'est encore mieux, parce qu'il y avait un commandant avec. Donc un commandant tout seul, je lui ai montré, j'ai dit, je vais vous montrer mes actes de propriété, il y a des sous-préfets qui ont signé et qui ont dit que j'étais expulsée par mon bailleur, mais j'étais propriétaire. Et 1 mois après, je recevais ma taxe foncière à mon nom. Donc ça veut dire qu'ils s'appuient sur des faux qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais alors, est-ce que tu sais qui a fait les faux pour en arriver là? Parce que c'est un faux qui arrive en procédure pour que ça soit exécutable. Donc, qui le sort le faux? À quel moment il sort le faux? Ce sont des sous-préfets. Ils font des faux? Oui, ils font des faux, oui. Alors, le plus beau, c'est que je suis allée voir 2 avocats qui étaient intègres et ils m'ont viré, ils m'ont dit non, moi je ne prends pas votre dossier, ça n'est pas possible. On n'a pas pu vous virer avec un papier comme ça au nom de votre bailleur. Ça n'est pas là, attends. C'est pas que les avocats ils disent ils vous prennent pas ton dossier. Il t'a dit ça comme ça, mais ça veut dire non, là il y a des francs-maçons qui sont de haut niveau, on va foutre notre carrière en l'air, donc on peut pas toucher votre dossier, madame. D'accord? C'est ça que ça veut dire la traduction. C'est ça. Ce sont des gens qui ont un bras très très long et eux, les petits avocats, même s'ils voient que tu as 100% de vérité, tu as 100% de droit, ceux qui sont en face sont des voyous de première catégorie. D'accord? C'est des pilleurs. Mais c'est partout. C'est partout. D'accord? Donc ça veut dire que là, ils t'ont foutu dehors. Ils t'ont foutu dehors de chez toi alors que tu étais propriétaire. D'accord? Donc, en te faisant croire que tu payais pas des loyers. Voilà, non, mais un faux papier de la vente était caduque puisqu'elle était faite dans les Bouches-du-Rhône sur un bien de Nîmes, sans comptabilité. Et en plus de ça, là, ils avaient, quand ils sont rentrés, ils ont même poussé maman, l'huissier maître Montbellé a poussé maman par terre, a jeté une dame de 80 ans par terre. Elle a encore des douleurs depuis, ça fait 5 ans qu'elle a mal à son bras. Montbellé, il s'appelle? Oui, Montbellé. Comment c'est son prénom? Vincent.
Vincent Mombele, il est où? Sur quelle commune? Nîmes, Nîmes. C'est un huissier, lui? Oui, oui, un huissier. Les avocats m'ont dit que c'est un teigneux qui ne lâche pas. Il est vraiment dans les affaires. Ouais, Mombele. Alors, il doit avoir des sociétés civiles immobilières, lui, alors? Comment? Non? Il a peut-être des sociétés civiles immobilières, lui? Ah, peut-être, peut-être. Hein? En tout cas, il m'a même volé des meubles en marqueterie de ma grand-mère, un secrétaire et tout ça. Il l'a piqué. Ah ben c'est parce qu'il a des logements ben, il te vole des meubles parce qu'il a des logements à lui, qu'il a déjà volé à d'autres. Mais il faut qu'il remplisse, il faut qu'il habille. Il faut bien qu'il prenne des meubles ailleurs pour pouvoir mettre des meubles dans la maison. Tu comprends? Parce que il faut que tu comprennes que comme il pique des meubles, d'accord? Il vide un appartement qu'il revende. Mais si lui il rachète un appartement qui est vide, qui a été pillé, d'accord? Il faut bien qu'il remette des meubles dedans. Tu comprends? Alors, ce qu'il fait, il a pas fait un inventaire le jour même alors que c'est obligatoire. Il y est retourné tout seul alors que c'est interdit. Il a fait sa petite liste et de toute une maison double avec 2 appartements, il a trouvé 0 valeur. Il a marqué qu'il y a 40 cartons de bibelots, mais il y a 0 valeur, hein, 0. Alors que même des meubles en pin, si c'était pas le cas, mais si c'était des meubles tout simples, il y a toujours une valeur dans une maison. 0 valeur. Et la voiture aussi, hein, 0 valeur. La voiture, hop là. Donc alors ça, c'est l'huissier Vincent Mombele. Hein, c'est ça qu'a fait ça. Vincent Mombele. Mais il y en a d'autres à Nîmes, hein, il est pas tout seul. D'accord. Non, mais je vois que donc là, tu avais un patrimoine, ils t'ont tout volé, hein, tout volé. Donc, les noms, donc moi j'aime bien quand on cite les noms. Et il y a des avocats qui font les ventes et la fois d'après, c'est eux qui achètent, qui sont. Alors attends, là on va pas. On les retrouve en face. Alors les avocats qui font les ventes, d'accord? Oui. Tu as un ou deux noms à donner? Oui, alors déjà, bon, j'ai le tribunal judiciaire Tarascon, le président Juston. D'accord. Le procureur Pastas, on l'a dit. Le GEX Boulanger. Le GEX. Alors, la GEX Simitian, elle a tout vendu les biens de Nîmes à sa barre de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, elle n'a pas le droit. Ah oui? Ah oui. Ensuite, il y a les avocats qui étaient les miens qui se sont retrouvés en face, Bouchoucha Signoret. Oui. L'avocat Alliot. Alors, l'avocat Alliot, une fois, il est avec le mandataire de justice et dans une autre procédure, il est pour une banque. Après, il y a alors lui, Michel Alliot, hein, c'est ça? Oui. Et il y a MEF aussi à Tarascon. Et à Tarascon. Attends, redonne les noms parce que moi, je revérifie. Là, parce que tu me donnes des francs-maçons, alors il faut que je vérifie quand même. Hein? MEF, Alliot, Signoret Bouchoucha. Oui. Bon, le président, c'est Juston. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a les avocats. Alors lui, c'est le meilleur de la liste. Alors lui, il est dans toutes les procédures, c'est-à-dire qu'il est mouillé dans les 9 adjudications frauduleuses, dans les 9 recels. Il a été au départ, il a été acquéreur pour l'acheteur de la résidence de tourisme. Et comment ensuite, comment il alors Bayard. Hein? Bayard Cardonnel, le cabinet. Michel Bayard. Michel Bayard. Avec attends, Michel Bayard, attention, il avait même fait sur un bien, il avait fait une augmentation, hein, il avait fait augmenter un prix quand même, hein, Michel Bayard, parce qu'il avait trouvé que c'était un peu bas quand même, hein, d'accord? Mais c'est un voyou de première, Michel Bayard, en fait. Ouais. Hein? Alors lui, il est dans toutes les procédures. Où il achète, où il vend, mais il est dans toutes les procédures. C'est marrant parce que moi, j'ai un souvenir de quand on a un nom comme Bayard, tu vois, je pensais toujours à des chevaliers, tu vois. Alors que là, c'est pas des chevaliers, hein. D'accord? C'est des pilleurs. Pour un exemple, pour la résidence, donc Bayard achète pour quelqu'un et il y avait mon avocat, Sémel Clergerie, qui me représentait. Et la vente d'après, c'est un appartement de Nîmes qui a été volé à Tarascon. Donc, Bayard se retrouve à le vendre et c'est Sémel Clergerie qui fait l'acquisition pour un avocat véreux un avocat qui est véreux, qui est à Nîmes. Mais c'est ton avocat. La famille Hérault, c'est lui qui est avec mes avocats. Ah, Rodolphe Hérault. Oui, c'est lui qui m'a pris mon appartement. Putain, donc ils m'ont inondé mon appartement pour qu'on dégage et j'étais avec mes enfants mineurs et ils ont tout fait pour récupérer mon appartement. Ben voilà.
Alors que lui, mais il était du Gard, alors qu'il s'appelle Hérault, hein, c'est ça? Oui, Hérault. Son père est avocat à la barre de Nîmes. Ouais, il aurait pu être dans l'Hérault, mais non, il est Hérault dans le Gard. Hein. C'est Alain Jean, c'est le père, son fils c'est Jean-Alain, et puis il y a Rodolphe. D'accord. Ils ont des SCI, ils n'ont pas le droit, ils ont plein de SCI. Ah ouais, ils ont plein de SCI. Donc, il faut que les gens qui nous écoutent ce soir regardent dans tous les noms qu'on donne, si ce sont des gens qui sont patrons de SCI. Oui, et puis nous envoyer ça sur l'email de TBADP dans notre émission, ils nous contactent, d'accord? Si ceux qui nous écoutent ont subi des choses, ont subi ou des noms qu'on donne, ça leur rappelle une sinistre affaire à eux, faut surtout qu'ils nous contactent. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, on va créer une alliance. Je le répète, l'alliance des victimes. Et ça, elle est importante. On ne sait pas sous quelle égide ça sera. Ça sera peut-être un syndicat, ça sera peut-être en mécanisme d'association de fait peut-être. Mais en tout cas, on va avancer dans ça parce qu'il y en a marre d'être pillés par ces gens-là. Et il est temps qu'on dénonce toute la vermine qui fait ce travail-là. Et crois-moi, franchement, Caroline, tu es au courant, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Mais il y a un moment donné, c'est comme un virus, quoi. Hein. Les mensonges, ça suffit. Donc là, dans les étapes suivantes, donc parce que là, tu nous en racontes du pillage avec des noms, et donc il y a un moment donné à l'étape où tu viens d'arriver là. On est en phase finale de tes biens ou tu as encore des trucs à toi qui vont encore être piqués? Ah non, là, pour l'instant, ils ont ils ont fait le maximum, là. Hein. Là, tu te retrouves maintenant dépouillé pratiquement de tout. Et ils savent très bien que je continue et que je les dénonce de partout. Hein. J'ai fait des sites, j'ai fait des vidéos. Alors, des sites, est-ce que tu peux donner des noms de sites pour que les gens aillent voir? Est-ce que tu as envie qu'on… Il faut que j'en refasse un tout nouveau. Il faut que je recommence bien Internet. Il faut que je rajoute un nom. Voilà. Est-ce que tu as aussi, quand on tape ton nom sur Internet, est-ce que les gens peuvent voir des vidéos où tu parles déjà de ces affaires-là ou pas du tout? Oui, il y en a d'autres? Oui, j'en ai des vidéos. Il faudrait que je les fasse passer. Mais il suffit qu'ils tapent ton prénom et ton nom, ils y arrivent? Oui, je pense. Oui, je pense. Ça, c'est important parce qu'après, les gens, ils partagent. Plus il y a d'émissions, plus il y a de vidéos, plus il y a de gens qui partagent, plus ça veut dire qu'on a des gens qui vont nous soutenir. Oui. Le sens du partage, c'est ça en fait. Hein. Moi, je vois bien l'émission que je fais depuis maintenant, tu es la 12e invitée, je vois bien l'impact que ça a et je vois maintenant les gens, comment ils commencent à comprendre la mécanique qui se met en place. Ce qui était au début simplement, il y a une erreur, parce qu'ils font, tu sais, quand une tromperie, ils appellent ça une erreur matérielle. Oui. Ah, d'accord. Après, tu as des autres mécanismes comme l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que le premier mensonge qui est entériné, qui est tranquille, il va durer un moment. Et ça, c'est leur mécanique. C'est leur mécanique. Donc la justice en France, elle est malheureusement, elle est comme celle qui est en représentativité derrière nous, avec un bandeau sur les yeux. Elle voit plus rien, la justice. Elle ne voit plus rien. D'accord. Donc il y a un moment donné, on va essayer de lui enlever le bandeau. C'est notre travail, c'est notre mission. Mais quelle tâche? C'est vraiment… Donc, ton affaire… Je portais plainte pour escroquerie au jugement, mais après, je me suis rendu compte que c'était pas le bon délit, puisque le juge était au courant. Il n'était pas trompé, le juge, il était au courant. D'accord. Alors maintenant, dans la partie droit qui est en cours, les procédures qui sont encore en cours, parce que là, tu as vécu un sinistre, un pillage. Non, mais là, pour l'instant, ils sont tous dans mes logements, ils ont démoli, il y a des permis de la mairie. Donc, je fais des dossiers, je prends des photos, et puis je les préviens de ne pas continuer, ils continuent. Bon, mais il faudra qu'ils démolissent, et puis au moment où il y aura la solution, il faudra qu'ils payent tous les dégâts qu'ils ont fait et le préjudice pendant des années. Donc, voilà. Moi, mes enfants, ils payent des loyers alors qu'ils ont 2 appartements. Moi, j'ai pas de vie, j'ai plus de logement, plus rien. Ça fait 5 ans que ça dure, donc c'est bon, la vie passe, et puis voilà, on nous empêche de travailler, on nous empêche de prospérer, on nous empêche de dénoncer. Voilà. C'est sûr. Non, mais donc, il y en a encore, hein, il y a l'avocat Barthélémy Thomas à Tarascon, il y a l'avocat Mérin à Tarascon, il y a l'avocate Kozarikian à Château-Renard.
Il y a aussi les huissiers à Livon et à Livon à Saint-Rémy. Il y a la gendarmerie de Saint-Rémy, il y a Peter Siohan qui est venu de Saint-Rémy à Nîmes. Il a sorti son arme pour vouloir rentrer chez moi et tuer mon chien, une fois. Bon, carrément. C'est un gendarme, ça? C'est un gendarme? Un gendarme, Peter Siohan. D'accord. Il a dit que j'avais pas de contre lui, il est parti. Il est parti comme il était venu. Il voulait rentrer chez moi, il voulait faire perquisition, etc. Mais avec rien, aucune autorité, comme ça. Avec rien. Avec rien. Je lui ai demandé un papier, il me l'a donné. J'ai pris le papier, je suis vite rentrée chez moi et je me suis enfermée et j'ai dit j'ai porté plainte contre vous. Il est reparti vite fait. Hein. J'ai le papier, j'ai le papier qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. D'accord. Donc voilà, c'est incroyable. Hein. Les gens, quand ils t'écoutent, alors bien sûr, il y a les autres émissions qui prouvent qu'il y a déjà plein de magouilles, mais toi, dans ton ensemble, t'en cumules déjà pas mal, d'accord? Et surtout, dans ta propre affaire, le pillage de ton immobilier, de tes biens immobiliers, c'est un panel de professions qui est incroyable, hein? Incroyable. Donc, et ce qui est drôle, c'est que tu le vis en Normandie, mais tu le vis dans le sud de la France, et que la mécanique est strictement la même. Hein? Et donc, il y a aussi donc, le procureur Éric Morel à Nîmes. Éric Morel, vous n'avez pas noté celui-là, hein? Voilà. Éric Morel, c'est le procureur de Nîmes? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a fait le procureur de Nîmes, alors, Éric donc, Morel? j'avais une doyenne qui m'avait pris ma plainte et qui est partie à Montpellier. Et lui, il a été obligé de me recevoir. Il n'avait pas envie. Hein. Donc, à force d'insister, il m'a reçu. Mais il voulait pas que je sorte mes documents. Il disait qu'il n'y avait pas de pièces. Bon, mais les pièces, il y en avait. Et de toute façon, cette plainte, elle avait 13 pages, elle était bourrée de droits. Donc, je disais que le mandataire n'avait pas de papier. Donc, même si on lui avait pas transmis les documents, ce qui n'est pas le cas, avec la plainte, il était obligé de la prendre. Donc, il a dit il m'a rejeté ma plainte. Il l'a classée. Donc, j'ai fait appel. Les juges m'ont donné raison parce qu'il devait faire une enquête avant de classer. Avant de dire qu'il n'y avait rien, il était obligé de faire une enquête, ce qu'il n'avait pas fait. Donc, il m'a fait attendre encore 1 an. Et après, il a classé la plainte. Donc, voilà. Donc ensuite, j'ai fait les plaintes. Ils ont eu la bonne idée de prendre des avocats à Montpellier pour attaquer maman, pour lui enlever son usufruit. Donc là, j'ai attaqué les avocats. On a attaqué les avocats de Montpellier. À Montpellier, on a dit à Montpellier, ils sont bien. Puis à Montpellier, ils n'ont rien fait du tout. Rien. Absolument rien. Donc là, tu vois, Caroline, ce que tu es en train de démontrer, qui est en train de démontrer la puissance de la franc-maçonnerie dans ton affaire. Oui. Parce que il faut bien savoir que la franc-maçonnerie du haut niveau, celle qui est complotiste, comme dirait l'autre, c'est nous qui complotons, mais c'est eux qui font le travail, d'accord? Oui. Ces gens-là, ils travaillent pour le compte qui est le leur, mais pour leurs amitiés. Et dès qu'il y a un conflit avec un franc-maçon, la personne qui est avocate, qui est juge, qui est dans le domaine de la justice, qui n'est pas franc-maçon, elle sait qu'elle sera obligée de fermer son clapet. Elle sera obligée de ne pas poursuivre ou d'inventer un prétexte pour classer une affaire. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Les francs-maçons violent en droit, dans leur propre constitution, 3 articles. Les constitutions d'Anderson, elles sont violées au titre de l'article 1, de l'article 2 et de l'article 6 de leur constitution. C'est un irrespect même de leur prestation de serment. Alors, quand ils sont juges qui prêtent déjà serment dans la justice française, qui prêtent serment après dans les constitutions d'Anderson, qui est la Bible des francs-maçons, tu comprends que dans les carrières qui sont autour, c'est exactement la même chose que quand tu prends des fois un avocat qui au début commence de te défendre, puis quand il arrive à certains maillons, il y a un moment donné, comme par hasard, il peut plus rien faire. Il arrête. Pourquoi? Parce que il sait que c'est sa carrière qui va être foutue. On va lui taper dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Après, tu as une autre mécanique d'avocat qui refuse de prendre ton dossier. Mais au lieu de refuser, de dire, ah ben non, je peux pas prendre le dossier
Soit il dit qu'il a trop de travail et il ne le prend pas, soit il n'a pas assez de travail, mais il te fixe des honoraires tellement élevés que tu ne pourras pas prendre. Voilà. Et moi, ce qui m'est arrivé aussi, c'est qu'ils te donnent rendez-vous, donc ils ont le temps de prendre ton dossier. Et quand ils voient ça, ils disent « Ah, je ne suis pas civil. Ah, je ne suis pas pénal. Ah, je ne suis pas commercial. » Voilà. Mais je leur dis « Mais ça fait rien. Moi, j'ai quelqu'un pour le pénal. Je vous demande de vous occuper du commercial. » Ah non, non, non. Et bon courage. Hein, et on te ramène à la porte. Voilà. Bon, ben là, tu fais la démonstration de ce que je viens de dire. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand ils voient la liste des noms qu'il y a dans ton affaire, ils le savent. Ils sont là dans le secteur depuis un certain temps. Ils ont compris qui avait de l'influence, qui était capable de casser leur carrière. Moi, je connais des avocats à qui on a cassé la carrière. Hein. Oui, oui. D'accord. On leur fait à eux, on nous fait à nous. S'ils résistent, on leur fait les chantages. On leur fait aussi des faux redressements, des redressements. On leur fait des contrôles. Après, dans ce qu'on appelle les tribunaux de commerce et les liquidations judiciaires, tu as une petite fraction, allez, on va dire moins de 5%, qui sont des patrons voyous qui font exprès de liquider. Hein, d'accord. Donc, là, c'est des pervers de l'exploitation pour s'enrichir en laissant des dettes. Mais cela, c'est, allez, je te dis, c'est 5% à peine 5% des voyous. Le reste des liquidations qu'on a dans les tribunaux de commerce, des manipulations de biens, des sociétés civiles immobilières, de tout type de commerce, de tout type de transfert de patrimoine, dès que tu as une intrigue, où il y a un moment donné, ça touche ton exploitation commerciale, tu te retrouves en lien avec les tribunaux de commerce. Et tu t'aperçois que les tribunaux de commerce sont complices de tout le système. Absolument. Et les tribunaux de commerce, ce sont des privés. C'est pas du tout. Alors, moi, je vais te donner un exemple très simple. Hein. Donc, j'ai découvert, parce qu'évidemment, moi, je suis passé aussi par là. Si je parle de liquidation judiciaire, c'est que je suis passé par là. Un jour, je ferai une émission sur ce qui m'est arrivé. Oui. Mais tu découvres quoi? Tu découvres justement que les professionnels qui sont nommés dans les tribunaux de commerce, à part, d'ailleurs, je me souviens d'un procureur général, non, d'un procureur de la République qui s'appelait Lyon Camp, qui avait essayé de parler du bénévolat qui existe dans les tribunaux de commerce. C'est du faux bénévolat, hein, d'accord? Ils travaillent pour le compte d'autres personnes, pour leur propre compte. Les très peu de juges qui sont fiers de mettre une robe noire, ils sont vraiment mini. Hein, donc là, c'est même pas 1% de ces juges-là. Tous les autres, c'est des complices. Ils sont mis là, et d'ailleurs, le procureur Lyon-Camp, dans une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne Morpheus Etica, il l'explique très bien. C'était au moment de la réforme des tribunaux de commerce, quand Antoine Gaudinot avait sorti son livre « La mafia des tribunaux de commerce ». Je rends hommage à Antoine Gaudinot en prenant le titre « La mafia des tribunaux de commerce », sauf que je mets au bout « c'est quoi ?» D'accord? Mais lui, il avait écrit un livre. Je ne sais pas si tu l'avais eu, ce livre-là, mais… Je l'ai eu et je l'ai sorti quand on nous a viré de la villa. J'ai sorti des choses dans les sacs poubelles. Ils croyaient que c'était des fringues. J'ai tout laissé, mais j'ai pris plein de copies et mes bouquins. Donc, tu vois, voilà, si tu préfères, si on revient dans le passé par rapport à tout ce que tu as vécu toi, c'est des choses qui avaient été dénoncées dans son bouquin avec toutes les arnaques. 20 ans après, plus de 20 ans après, la mécanique, elle est toujours la même. Pourquoi? Parce que on a empêché la réforme des tribunaux de commerce. Une autre victime, Antoine Talens, l'avait vu. Et Antoine Gaudinot lui avait dit Tarascon, mais il faudrait un bouquin que pour Tarascon, tellement il y a de magouilles là. Tarascon-sur-Rhône, 13. Donc, mais j'espère qu'on va avoir des gens qui vont regarder ton émission et qui auront envie de te contacter pour voir qui sont les gens qui sont autour. Il faut que les gens se décident à dénoncer. Dire qui. Parce que ce que tu referas après l'émission, dans les prochains jours, tu me referas la liste de tous les noms dont on a parlé. Je ferai un inventaire parce que j'ai des amis qui ont les fichiers des francs-maçons avec les loges pour savoir, pour bien comprendre qui fait quoi. Et après, de comprendre. Ce qui est intéressant quand on sait qu'il y a franc-maçon et qu'on sait qui ne l'est pas, on sait qui sont les gens qui se mettent à genoux parce qu'ils ont peur de leur profession. D'accord? Par exemple, moi, on m'avait dit que Vincent Clergerie, dont tu as parlé tout à l'heure, qui était ton avocat,
lui, a priori, n'est pas franc-maçon. Mais pourtant, c'est mon avocat, il a eu 5 000 € d'un coup, d'un seul coup, il voulait, pour le lendemain. Donc, il a eu son chèque. Et ensuite, il s'est trouvé en face. Il a acheté l'appartement pour la famille Hérault-Rodolphe. Et il a acheté la propriété de mes parents, où maman avait de l'usufruit et qui était entièrement payée et qu'ils n'avaient pas à toucher. Et il a fait pas mal de procédures de dégâts, hein, ces Clergerie. D'accord, mais justement, donc tu vois que lui, il n'est pas franc-maçon, mais il a peut-être envie de le devenir, ou il est au service des francs-maçons. Bien sûr, oui. Alors peut-être qu'entre-temps, il est devenu franc-maçon, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais donc, et attention, quand je dis il est franc-maçon, je parle il a des SCI. Voilà, il a des SCI. Et là, je parle des francs-maçons voyous, hein, je parle pas des autres. Quand je dis la franc-maçonnerie, c'est un mouvement. Et à l'intérieur de ce mouvement-là, il y a une grosse partie qui sont des voyous. Hein, donc, alors que l'origine de la franc-maçonnerie, c'était pas du tout ça, pas du tout. Hein, c'était quelque chose de relativement noble, normalement, dans l'esprit, mais ça s'est perverti à une vitesse grand V. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'avant, les gens qui parlaient de francs-maçons, qui connaissaient ça, c'est tous les gens qui étaient malheureusement passés au tribunal. Mais actuellement, maintenant, avec toutes les affaires qui sortent, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu un procès de leur vie, qui ont cette chance-là, mais qui ont entendu parler de la franc-maçonnerie. Ah ben bien sûr. Donc pourquoi? Parce qu'elle est partout. Hein. La justice en France, de toute façon, elle est maquée par ça. D'accord? Elle est en dysfonctionnement, en tout cas, en grande partie, à cause de ces intérêts-là et de cette fratrie qui se respecte entre elles et qui n'a pas le droit de se nuire. D'accord? Donc là, du coup, il y a tout qui va de travers. La justice, ils respectent même pas les lois. Ils respectent pas les lois. Donc toi, quand on voit ce qu'on t'a fait avec toutes les fausses procédures, si on va à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances que les articles qui soient invoqués soient les bons, mais est-ce qu'ils vont être reconnus même par la Cour européenne des droits de l'homme? On se le demande. On se le demande. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, la seule justice qui viendra, ça sera la justice du peuple. D'accord? Et à mon avis, on a que ça à faire. Avant, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on s'unisse, il faut que les gens se connaissent entre eux. Donc il faudrait qu'il y ait dans chacun des départements de français, dans chacun des départements, une sorte de responsable catalyseur qui réunit toutes les victimes. Parce que par département, tu te rends compte combien il y en a? Combien il y en a? Et en plus, si on prend le temps qui passe, parce que c'est tous les ans qu'il y a des victimes. D'accord? Oui, moi, ça fait 33 ans, hein, l'histoire. D'accord, voilà. Donc ça veut dire que des victimes, il y en a à l'appel, Hein, donc et là, donc voilà, donc c'est bon. Écoute, nous, est-ce que tu penses qu'on a fait à peu près le tour de ta question? Oui, je vous donne encore quelques noms. Donc Anime, le Gex Baquelin, Anime les huissiers Quenem-Anintour, l'huissier Roba Anime, Roba. Après, donc, deuxième tribunal de Caen, deuxième séance. Alors, ça a été Madame Étienne Carole, la doyenne. D'accord. Le procureur adjoint Jean-Pierre Triolaire, à Caen. Et alors, à Caen, il y a l'avocat Jean-Pierre Pilon, 12 rue Alfred Kassler. À Caen, il y a l'avocat Guillaume Chanuche. Et à Caen, il y a l'expert immobilier Philippe Giraud. Ils se sont tous baladés dans la propriété. Et ensuite, il y a la mairie de Nîmes, les adjoints qui font des faux permis, qui coupent en deux les propriétés, ils font des bâtiments, etc. Et au commissariat, il y a eu deux commandants qui ont pris un appartement et la propriété, qui n'ont rien voulu savoir. Ils ne regardent pas les actes. Donc, ce que tu feras, puis que je te mettrai à disposition, tu me referas la liste de tous ces noms-là avec la profession à côté et entre guillemets le numéro du département dans lequel ils sont. C'est tout. D'accord? Voilà, d'accord. Il y a aussi ma notaire qui avait tous les biens, maître Damon Richard à Nîmes. D'accord. Non, mais qui a plus voulu me répondre et elle m'a dit écrivez-moi par avocat. D'accord. Donc et alors, il y a aussi les syndics. Il y a le syndic Grand Sud à Nîmes, qui est le syndic où maman a son appartement. Et alors, là, ce qu'ils veulent, ils veulent faire des procédures pour que j'enlève les quelques meubles qui sont sur la terrasse, parce que je ne sais pas où les mettre, les quelques affaires qu'on a rachetées. Voilà, je suis persécutée par le syndic. Alors que ce syndic a magouillé avec Bayard. Bayard, il a mis une affiche sur la porte vitrée. Il voulait vendre l'appartement de Nîmes de ma mère à Tarascon.
Et eux, ils laissent faire, hein, les syndics sont tout à fait de mèche. Ouais, non, mais bien sûr, ça Corruption et complicité active. Bah, bien sûr, Et ils font tout pour nous ennuyer. Ils essaient de récupérer les appartements quand les personnes sont âgées ou quoi. Les syndics, faites attention aux syndics, ils sont bons eux aussi pour pousser les gens dehors, les propriétaires. C'est de la spoliation organisée. Mais à force de faire des émissions, à force de dénoncer toutes ces choses-là, tu vois, tous les maillons vont finir par se rassembler. Moi, je suis ami avec des lanceurs d'alerte de haut niveau dans plein d'autres domaines, d'accord? Et nous, en travaillant ensemble, nous les lanceurs d'alerte, on a fait des recoupements et des recollements. Et on s'est aperçu des liens qu'il y avait dans toutes les choses. Donc, bien sûr, je suis pas tout seul de mon côté. Moi, j'ai des amis qui dénoncent dans plein d'autres domaines, même si ma spécialité, c'est les tribunaux de commerce, d'accord? Mais on s'aperçoit que la perversité, elle est dans tous les autres domaines juridiques, absolument partout. Donc, Caroline, ce qu'on va faire pour le mot de la fin, parce que là, on arrive à l'heure, d'accord? Donc, on aura l'occasion peut-être d'en refaire une autre plus tard, sûrement, en tout cas. Est-ce que tu as un mot de la fin, notamment sur tes phases de procédure en cours et tes phases de témoignage, à part les documents que tu vas m'envoyer, la liste des noms pour que je te renvoie la balle, d'accord? Ce que je peux dire à tout le monde, c'est de ne jamais lâcher, de se faire aider et de faire des sites et de balancer pour se retrouver tous ensemble, parce qu'on est plus nombreux, ils sont nombreux, mais on est plus nombreux qu'eux en tant que victimes. Et il n'y a aucune raison que le droit ne passe pas, et surtout qu'il y a la Cour européenne, il y a pas mal de choses, il y a l'étranger, et il faut qu'on se mette tous ensemble. Et il faut jamais lâcher. Voilà. Ben, c'est un excellent mot de la fin, ma chère Caroline. Voilà. Donc, je suis content d'avoir fait l'émission avec toi. D'accord? On aura l'occasion de recroiser des données, parce qu'il y a un moment donné, dans les émissions qui sont à venir, je voudrais que, au sein même d'un tribunal de commerce, quand on a affaire à un même mandataire, d'accord? Oui. Il faudrait arriver de temps en temps à avoir une émission où il y a… Ah oui, il y a deux mandataires. Il y a Balencourt, l'étude Balencourt, qui a des études à Nîmes, à Tarascon, à Montpellier, partout. Ils sont internationaux. Et il y a aussi Brunet-Baumel, Bernard. Il y a un moment donné, on arrivera à faire des réunions où, au lieu qu'on soit que deux, moi et toi, donc il y aura peut-être moi avec 3 ou 4 victimes d'un même mandataire. Et ça, c'est mon objectif. C'est simplement pour avoir un maillon complémentaire pour montrer que la multiplication des affaires, eh ben, c'est toujours avec les mêmes personnages. On reste en contact, ma chère Caroline, hein? Je peux donner mon adresse mail, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, ben, on aurait pu la mettre dans le chat, donc en tout cas, moi, je le mettrai dans la vidéo, je l'incorporerai parce que je l'ai ton email, d'accord? D'accord. Comme je récupère ces émissions-là que je mets sur ma chaîne Morpheus Etica, d'accord? Donc, il y a une copie de toutes les émissions, d'accord? Je mettrai dans la vidéo, je mettrai ton email, d'accord? Pour te contacter. En tout cas, en fin d'email. Je te remercie beaucoup, Caroline. Et on se dit à bientôt. On échange par email. À bientôt. D'accord. Merci beaucoup et bon courage à tous les auditeurs. Ok. Merci. Avoir confiance. Allez, on va poursuivre avec tout ça. Ok? Merci. Bonsoir à tout le monde.